Bienvenue sur Destin Extraordinaire. En 2026, il est devenu difficile de raconter Elon Musk comme on raconterait simplement la vie d'un entrepreneur. Son nom est lié à des voitures électriques, à des fusées réutilisables, à une constellation de satellites qui fournit Internet à des millions de personnes, à des robots humanoïdes, à des implants cérébraux, à une intelligence artificielle baptisée Grok, à un réseau social mondial. Et désormais à une entreprise spatiale cotée en bourse qui a absorbé une partie de cet empire technologique. Mais son influence ne s'arrête plus aux entreprises. Elle touche aussi la guerre, la politique américaine, le débat public, les élections européennes, la régulation des technologies, et pendant quelques mois, le fonctionnement même de l'État fédéral des États-Unis. Il y a donc deux façons trop simples de parler d'Elon Musk. La première consiste à en faire un génie solitaire qui aurait tout inventé, tout créé et tout réussi contre le reste du monde. Cette version est spectaculaire, mais fausse. Musk s'est appuyé sur des milliers d'ingénieurs, des associés, des investisseurs, des salariés, des clients, des infrastructures publiques, et dans plusieurs moments décisifs, sur des contrats ou des financements gouvernementaux. Il n'a pas fondé Tesla seul. Il n'a pas inventé la voiture électrique. Il n'a pas inventé la fusée. Et beaucoup de ses prédictions ont été démenties par les délais réels. La seconde façon consiste à ne voir en lui qu'un vendeur de promesses, un provocateur ou un milliardaire ayant la chance de disposer de capitaux immenses. Cette version est tout aussi insuffisante. Car il reste un fait difficile à contourner. Sous sa direction, SpaceX a bouleversé l'économie des lancements spatiaux, Tesla a contribué à faire passer la voiture électrique d'un marché marginal à un enjeu central de l'industrie automobile, Starlink a créé une infrastructure mondiale qui n'existait pas à cette échelle. Et plusieurs technologies longtemps jugées irréalistes sont devenues des produits ou des services réels. La vraie histoire se trouve entre ces deux caricatures. Elle commence par un paradoxe. Elon Musk est un homme qui a plusieurs fois perdu le contrôle de ce qu'il avait construit. Il a été écarté de la direction de Zip2. Il a été évincé de X.com, l'entreprise qui deviendra PayPal. Tesla existait avant son arrivée et a traversé des conflits internes violents. SpaceX a détruit ses 3 premières Falcon en avant d'atteindre l'orbite. En 2008, ses 2 principaux paris, Tesla et SpaceX, se sont retrouvés au bord de la rupture. Et plus tard, il a connu des lancements explosifs, des chaînes de production chaotiques, des sanctions de la SEC, un rachat de Twitter dont il a tenté de sortir, des promesses d'autonomie repoussées pendant des années, des conflits avec des salariés, des régulateurs, des gouvernements, des annonceurs et finalement avec Donald Trump lui-même. Et pourtant, à chaque fois ou presque, quelque chose survit. Une participation au capital. Une équipe. Une technologie. Un contrat. Un nouveau financement. Ou une capacité presque anormale à recommencer en augmentant encore la mise. C'est cette mécanique que nous allons suivre. Pas une liste de dates. Pas une biographie scolaire. Une question. Les caractéristiques qui permettent à Elon Musk de réussir des paris presque impossibles sont-elles aussi celles qui provoquent ses excès, ses conflits et certains de ses échecs? Parce que chez Musk, la frontière entre la force et la faiblesse est souvent difficile à tracer. L'impatience peut accélérer une usine ou briser une organisation. Le mépris des conventions peut rendre possible une fusée réutilisable ou provoquer une bataille avec un régulateur. La confiance extrême peut attirer des capitaux et des talents, mais aussi transformer une hypothèse en promesse publique. Le contrôle personnel peut sauver un produit dans une crise et rendre une entreprise dépendante d'un seul homme. Et la volonté de supprimer tous les intermédiaires peut être très efficace dans une chaîne de fabrication, beaucoup moins dans une démocratie ou dans un système juridique. Pour comprendre Elon Musk en 2026, il faut donc revenir au moment où ce fonctionnement s'est construit. Pas à sa naissance pour le plaisir de raconter son enfance, mais à ses premières entreprises, là où il apprend le leçon qui va rester au centre de toute sa carrière. Avoir l'idée ne suffit pas. Il faut contrôler la machine qui la transforme en réalité. Elon Reeve Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Son enfance et sa famille ont été racontées de multiples façons, parfois par Musk lui-même, parfois par ses proches, et plusieurs détails ont fait l'objet de versions contradictoires. Ce qui est utile pour comprendre la suite est plus simple. Très tôt, il se réfugie dans les livres, l'informatique et les univers de science-fiction. Il apprend à programmer, vend adolescent le code d'un petit jeu vidéo, puis quitte l'Afrique du Sud pour le Canada à la fin des années 1980. Il étudie ensuite aux États-Unis, à l'Université de Pennsylvanie, en économie et en physique. En 1995, il gagne la Californie au moment où Internet commence à sortir des universités pour devenir une industrie. Il est brièvement admis dans un cursus supérieur à Stanford, mais ne poursuit pas le doctorat. Le détail est important parce qu'il résume déjà une préférence qui reviendra souvent. Face à une institution prestigieuse et à une technologie qui accélère, Musk choisit la technologie. Avec son frère Kimball et d'autres partenaires, il lance Zip2. L'idée paraît banale aujourd'hui. Aider les journaux à proposer des guides urbains, des cartes et des annuaires sur Internet. À l'époque, elle ne l'est pas. Les journaux savent que le web arrive, mais ne savent pas encore comment y transposer les services locaux. Zip2 vend donc une infrastructure à des groupes de presse qui veulent entrer dans ce nouveau monde sans la construire eux-mêmes. Musk code, dort au bureau, travaille de façon obsessionnelle et veut aller vite.
Mais IP2 lui apprend aussi sa première grande frustration. Lorsque des investisseurs professionnels entrent, ils ne lui laissent pas le contrôle qu'il souhaiterait. Un dirigeant plus expérimenté est installé à la tête de l'entreprise. Musk tente à certains moments de reprendre davantage de pouvoir, sans y parvenir. En 1999, compa crachete SIP2. Les documents de l'époque évaluent l'opération à environ 341 millions de dollars en incluant le cash, les options et les coûts liés à l'acquisition. Pour Musk, l'opération est un succès financier. Mais psychologiquement, la leçon est plus ambiguë. Il peut créer quelque chose de valeur et être malgré tout écarté du poste de commande. Il réinvestit presque immédiatement dans une idée encore plus ambitieuse, X.com, une banque en ligne. À la fin des années 1990, confier son argent à une société Internet semble encore étrange pour une grande partie du public. Musk parie au contraire que la finance est un produit logiciel comme un autre et qu'une partie des agences, des formulaires et des délais peut disparaître. X.com fusionne en 2000 avec Confinity, société créée notamment par Peter Thiel et Max Levchin, qui développe un service de paiement appelé PayPal. La fusion ne règle pas les conflits. Elle les déplace à l'intérieur de la même entreprise. Les désaccords portent sur la technologie, la stratégie, la marque, la culture et la façon de diriger. Musk veut notamment conserver le nom X, auquel il est attaché. Une partie de l'équipe considère que PayPal est déjà la marque qui fonctionne auprès des utilisateurs. Puis survient un épisode fondateur. En 2000, alors que Musk est absent, le conseil d'administration le remplace comme directeur général. Peter Thiel reprend la direction. Les récits ultérieurs ont parfois réduit l'événement à une querelle technique précise. La réalité semble plus large. Le conseil a perdu confiance dans la manière dont Musk dirigeait une société devenue fragile et très conflictuelle. C'est la deuxième éviction en quelques années. Mais cette fois, Musk conserve quelque chose d'essentiel, ses actions. Lorsqu'Uber achète PayPal en 2002 dans une opération évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, sa participation lui donne une fortune considérable. Il n'est plus le patron de l'entreprise, mais il sort de l'épisode avec les moyens de financer ses prochains paris. Ce point est central pour comprendre le reste. Beaucoup d'entrepreneurs, après une vente réussie, auraient diversifié leur fortune et sécurisé leur avenir. Musk fait presque l'inverse. Il transforme la richesse acquise dans Internet en carburant pour des projets où le risque technologique, industriel et financier est beaucoup plus élevé. Et il semble tirer de ces évictions une autre conclusion. À l'avenir, il ne veut plus seulement être l'homme qui propose la vision. Il veut disposer de suffisamment d'actions, d'influence et de contrôle pour être très difficile à écarter. Cette volonté expliquera une partie de sa puissance future. Elle expliquera aussi, des années plus tard, pourquoi tant de décisions chez Tesla, SpaceX, X ou XAI sembleront dépendre directement d'un seul homme. Au début des années 2000, Elon Musk n'a donc pas encore révolutionné l'automobile ni le spatial. Il est surtout un entrepreneur d'Internet devenu riche grâce à 2 sorties réussies, même s'il a perdu la direction de ses propres sociétés. C'est maintenant que sa trajectoire prend une forme inhabituelle. Au lieu de chercher le prochain service numérique rentable, il s'intéresse à des problèmes où les actifs sont physiques, coûteux et difficiles à modifier. Les fusées, l'énergie et l'automobile. Ce choix est presque l'opposé de l'économie Internet dans laquelle il s'est enrichi. Une page web peut être corrigée en quelques minutes. Une fusée qui explose détruit des mois de travail. Une chaîne automobile nécessite des milliards de dollars, des milliers de fournisseurs et une discipline industrielle extrême. Musk expliquera souvent qu'il pense alors aux risques qui peuvent déterminer l'avenir de l'humanité. Énergie durable, intelligence artificielle, survie de la civilisation et possibilité de rendre la vie multiplanétaire. On peut discuter la philosophie, mais il est plus utile d'observer le comportement financier. Il concentre une grande partie de sa fortune sur quelques sociétés à très haut risque. En 2002, il fonde Space Exploration Technology, SpaceX. Son objectif public est vertigineux, faire baisser radicalement le coût d'accès à l'espace, et à très long terme, permettre une présence humaine durable sur Mars. Le marché des lanceurs est alors dominé par des États, d'anciens industriels et des systèmes dont le développement prend des années. Une start-up privée qui veut construire ses propres moteurs et son propre lanceur orbital ressemble davantage à un projet de milliardaire qu'un futur concurrent crédible. L'année suivante, en 2003, Martin Eberhard et Mark Tarpenning créent Tesla Motors. Ils veulent prouver qu'une voiture électrique peut être désirable et performante, pas seulement écologique. Elon Musk n'est pas là au moment de la création. Il rejoint Tesla en 2004 en menant son premier tour de financement important et devient président du conseil d'administration. Cette distinction sera longtemps brouillée par le récit populaire. Musk n'est pas le fondateur unique de Tesla. L'entreprise existe avant son investissement. Mais conclure qu'il n'a donc joué qu'un rôle financier serait une autre déformation. Très tôt, il intervient dans la stratégie, le produit, la technologie et le positionnement. Et plus tard, il devient directeur général et transforme l'entreprise à une échelle qui n'avait rien à voir avec la petite société de 2003. C'est précisément ce qui rend le cas Tesla intéressant. L'histoire réelle est plus forte que le mythe. Il n'a pas besoin d'avoir créé la société dans un garage pour avoir joué un rôle déterminant dans ce qu'elle devient. À SpaceX comme à Tesla,
Musk met en place une logique qui va le distinguer d'une partie de la Silicon Valley. Il ne considère pas la fabrication comme une fonction secondaire confiée à d'autres. Il veut comprendre les coûts pièce par pièce, réduire le nombre de composants, intégrer les fonctions critiques et remettre en cause les prix établis par les fournisseurs. Dans le spatial, cette approche est radicale. Le raisonnement de Musk est que le prix d'une fusée ne correspond pas simplement au prix des matières premières qui la composent. Il y a donc un espace immense entre le coût théorique des matériaux et le prix réel d'un lancement. Mais cet espace n'est pas du bénéfice facile. Il contient des décennies de certification, de faible volume, de sécurité, de redondance, de bureaucratie, d'infrastructure et de savoir-faire. Pour le réduire, il faut réinventer une partie de l'organisation industrielle. SpaceX construit donc beaucoup de choses en interne, notamment ses moteurs, et accepte une cadence de test plus agressive. L'entreprise préfère apprendre rapidement par le matériel réel plutôt que de chercher à éliminer tout risque avant de tester. Cette culture produira plus tard des images spectaculaires de prototypes détruits. Elle produira aussi une vitesse de développement qui deviendra une référence dans le secteur. Mais avant d'être célébrée, cette méthode va presque tuer SpaceX. Le premier lanceur de SpaceX s'appelle Falcon 1. Petit, simple en comparaison des fusées futures, il doit démontrer qu'une entreprise privée financée par un entrepreneur d'Internet peut développer un lanceur orbital à carburant liquide. Le premier vol, en mars 2006, échoue peu après le décollage. Un incendie provoqué par une fuite de carburant met fin à la mission. Un an plus tard, le deuxième vol atteint l'espace mais n'atteint pas l'orbite prévue. En août 2008, le troisième vol échoue à son tour après un problème lors de la séparation des étages. 3 échecs. Vu depuis 2026, après des centaines de missions Falcon 9 et des retours de boosters devenus presque routiniers, il est facile d'oublier à quel point SpaceX est alors fragile. L'entreprise n'a pas une réserve infinie de capital. Elle a besoin d'un succès pour prouver que son architecture fonctionne et pour conserver la confiance de ses clients. Musk décide de tenter un 4e vol. Le 28 septembre 2008, Falcon 1 atteint enfin l'orbite. C'est une victoire technique importante. Le lanceur devient le premier système à carburant liquide développé par une entreprise privée à atteindre l'orbite terrestre. Ce succès n'efface pas les 3 échecs précédents. Il leur donne une autre signification. Chez SpaceX, l'échec de test n'est pas traité comme une honte qu'il faut cacher, mais comme un coup d'apprentissage. Cette culture n'est pas nouvelle dans l'histoire des fusées. Les programmes publics ont aussi connu de nombreuses explosions. La différence est la vitesse à laquelle SpaceX tente de corriger et de recommencer, et la pression financière qui accompagne chaque essai. Quelques éléments du futur système Musk sont déjà visibles. Premièrement, un objectif extrêmement ambitieux est fixé avant que l'organisation sache exactement comment l'atteindre. Deuxièmement, les équipes sont contraintes de réduire les délais, les coûts et parfois les marges habituelles de confort. Troisièmement, le prototype réel devient un outil de connaissance. Au lieu d'attendre une conception supposée parfaite, on construit, on casse, on mesure, on modifie. Quatrièmement, Musk s'implique dans des détails techniques inhabituels pour un directeur général. Il interroge les prix, les choix de matériaux, le nombre de pièces et la nécessité de chaque exigence. Cinquièmement, l'entreprise est prête à accepter un niveau de stress que beaucoup d'organisations jugeraient insoutenable. Ce système est extraordinairement adapté à certains domaines d'ingénierie. Une fusée non habitée peut exploser sur un site d'essai et produire malgré tout des données très utiles. Un composant qui coûte 10 fois trop cher peut parfois être redessiné en interne. Une hiérarchie plus courte peut accélérer une décision. Mais cette logique possède déjà une limite. Tout problème humain, légal ou social ne se comporte pas comme une fusée. On ne peut pas toujours tester jusqu'à la casse lorsqu'un produit transporte des personnes, lorsqu'une décision affecte des milliers de salariés, ou lorsqu'une règle existe pour protéger des droits qui ne se mesurent pas en performance technique. Ce décalage deviendra de plus en plus important à mesure que Musk sortira du monde de l'ingénierie. En 2008, cependant, il n'en est pas là. Il doit simplement empêcher 2 entreprises de mourir en même temps. Pour comprendre Tesla, il faut commencer par retirer une confusion inutile. Tesla Motors est fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. L'objectif est de construire une voiture électrique performante à partir de cellules lithium-ion déjà utilisées dans l'électronique grand public. Elon Musk arrive en 2004 comme principal investisseur du premier grand tour de financement et président du conseil. Au fil des années, les relations internes se dégradent. Le développement du Roadster coûte plus cher que prévu. Les délais s'allongent. Eberhard quitte la direction puis l'entreprise. Les responsabilités et le titre même de fondateur deviennent l'objet d'un conflit judiciaire. En 2009, un accord permet à 5 hommes, Elon Musk, Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel Jan Wright, d'utiliser le titre de cofondateur. On peut donc dire 2 choses simultanément sans contradiction. Tesla existait avant Musk, et Musk a ensuite joué un rôle déterminant dans sa transformation. Le premier produit, le Roadster, sert de preuve. Une voiture électrique peut accélérer, avoir du style et offrir une autonomie acceptable. Mais le Roadster est cher et produit en faible volume.
La stratégie affichée par Musk dans son master plan de 2006 consiste à utiliser un véhicule coûteux pour financer un modèle plus accessible, puis descendre progressivement vers un marché de masse tout en développant l'énergie solaire. Le modèle suivant, la Model S, sera beaucoup plus important. Livrée à partir de 2012, elle ne ressemble pas à une voiture expérimentale destinée aux militants écologistes. Elle vise directement les berlines premium. Grande autonomie, performance élevée, écran central massif, mise à jour logicielle et réseau de recharge rapide, Tesla présente la voiture comme un objet technologique évolutif. L'entreprise pousse aussi une autre rupture. Elle vend directement à ses clients dans de nombreux marchés américains au lieu de passer par le réseau traditionnel des concessionnaires. Cette stratégie déclenche des batailles réglementaires, mais elle donne à Tesla un contrôle plus direct sur l'expérience de vente et la relation client. Il serait cependant faux de raconter cette ascension comme une aventure purement privée coupée de l'État. En 2010, le département américain de l'énergie accorde à Tesla un prêt de 465 millions de dollars dans le cadre d'un programme destiné aux véhicules à technologie avancée. L'argent aide notamment à financer les installations de production. Tesla rembourse intégralement ce prêt en mai 2013, 9 ans avant l'échéance prévue. Cette nuance compte. Les grands succès de Musk ne sont pas seulement des histoires d'individus contre gouvernements. SpaceX a grandi avec des contrats de la NASA. Tesla a bénéficié d'un prêt public, de crédits liés aux véhicules propres et d'un cadre politique favorable à l'électrification. Cela ne retire rien aux risques industriels pris par les entreprises. Cela rappelle simplement que l'innovation de rupture se développe souvent à l'intersection du capital privé, de la commande publique et d'une politique industrielle. Musk, lui, retient surtout une autre leçon. Lorsqu'une industrie paraît lente, les contraintes ne sont pas toutes physiques. Certaines sont historiques, commerciales ou organisationnelles. Il devient alors convaincu que beaucoup de règles peuvent être supprimées. Cette conviction fera de Tesla une entreprise beaucoup plus rapide que de nombreux constructeurs traditionnels. Elle la conduira aussi, quelques années plus tard, à une période que Musk lui-même appellera l'enfer de la production. L'année 2008 est probablement le meilleur endroit pour comprendre pourquoi les admirateurs de Musk parlent de courage et pourquoi ses critiques parlent d'imprudence. Les deux descriptions peuvent être vraies en même temps. SpaceX vient de perdre 3 Falcon 9. Tesla brûle du cash, le Roadster coûte trop cher à industrialiser et l'entreprise doit financer son avenir. La crise financière mondiale assèche le capital. Musk a engagé une part considérable de sa fortune dans ces sociétés et sa marge de sécurité personnelle se réduit. Le 28 septembre, Falcon a réussi son 4e vol. Cette réussite prouve que SpaceX peut atteindre l'orbite, mais elle ne règle pas encore le problème commercial. Un lanceur qui fonctionne a besoin de clients récurrents. La NASA joue ici un rôle majeur. Dès 2006, dans le cadre du programme CO, l'agence avait accordé à SpaceX un financement de développement pour créer une capacité privée de transport vers la Station spatiale internationale. Puis, le 23 décembre 2008, la NASA attribue à SpaceX un contrat d'environ 1,6 milliard de dollars pour 12 missions de ravitaillement de l'ISS. Il est tentant de raconter cette date comme le moment où la NASA sauve SpaceX. L'image est trop simple. L'agence travaillait déjà avec SpaceX depuis plusieurs années, et le contrat repose sur des jalons techniques réels. Mais il est incontestable que cette commande donne à l'entreprise une visibilité, un client institutionnel et un volume dont elle avait besoin au moment où son fondateur était financièrement sous tension. Tesla traverse sa propre urgence. À la fin de 2008, une nouvelle levée de fonds permet à l'entreprise de continuer. Musk devient directeur général au cours de cette période et concentre davantage le pouvoir opérationnel. Ce double épisode crée un récit que Musk réutilisera souvent. L'entreprise était à quelques jours ou quelques semaines de la mort, puis l'équipe a réussi l'impossible. Comme beaucoup de récits de crise, les détails exacts varient selon les témoins et les souvenirs. Mais la structure générale est incontestable. Tesla et SpaceX étaient réellement vulnérables, et leur trajectoire n'était pas garantie. À partir de là, Musk dispose d'une preuve personnelle très dangereuse et très puissante. Prendre un risque qui paraissait excessif à fonctionner. Dans la psychologie d'un dirigeant, ce type de succès peut devenir une méthode. Une entreprise normale réduit le risque après une crise. Musk semble souvent faire l'inverse. Il augmente l'objectif. SpaceX ne va pas simplement vendre un petit lanceur. L'entreprise va construire Falcon 9, Dragon, transporter du fret puis des astronautes, récupérer ses étages et déployer sa propre constellation de satellites. Tesla ne va pas simplement survivre avec une voiture sportive. Elle va construire une berline, un SUV, puis une voiture de masse, des usines gigantesques et un réseau mondial de recharge. Le bord du gouffre devient ainsi une partie de la culture. Si une équipe a déjà survécu à une situation presque impossible, pourquoi accepter ensuite les limites jugées raisonnables par le reste de l'industrie? C'est ici que le récit devient plus intéressant. Car ce qui sauve une entreprise dans l'urgence peut être toxique si l'urgence devient permanente. À partir de 2009, SpaceX et Tesla commencent à produire des résultats qui permettent d'étudier la méthode Musk autrement qu'à travers ses déclarations. En 2010, Falcon 9 vole pour la première fois. La même année, Dragon devient la première capsule commerciale à revenir de l'orbite. En 2012, elle rejoint la Station spatiale internationale. En décembre 2015,
Un premier étage Falcon 9 revient se poser verticalement après une mission orbitale. En 2017, SpaceX réutilise pour la première fois un premier étage ayant déjà volé sur une mission orbitale commerciale. En 2020, Crew Dragon transporte des astronautes américains vers l'ISS. Le changement n'est pas seulement spectaculaire. Il est économique. Pendant des décennies, la majorité des lanceurs orbitaux étaient utilisés une fois. SpaceX transforme progressivement le premier étage en actif réutilisable, comme un avion qui ne serait plus détruit après chaque trajet. La comparaison avec l'aviation a ses limites, car une fusée subit des contraintes bien plus extrêmes, mais le principe économique est le même, amortir un matériel coûteux sur plusieurs missions. Cette réussite repose sur plusieurs mécanismes récurrents. Le premier est l'intégration verticale. SpaceX fabrique en interne une part importante de ses moteurs, de son électronique, de ses structures et de ses logiciels. Tesla suit une logique comparable en développant son propre logiciel, une partie de son électronique, ses architectures de batterie, et plus tard, des composants de plus en plus spécifiques. L'objectif est de raccourcir les boucles de décision et d'éviter qu'un fournisseur devienne une limite stratégique. Le deuxième est la remise en cause systématique du coût. Chez Musk, un prix élevé n'est pas une explication. Il faut revenir à la matière, au processus, au nombre d'étapes et à la nécessité de chaque exigence. Cette approche peut révéler des habitudes devenues inutiles. Elle peut aussi pousser les équipes à réexaminer des exigences qui existent pour de bonnes raisons. Toute la difficulté consiste à distinguer la bureaucratie du garde-fou. Le troisième mécanisme est la compression du temps. Musk fixe des délais qui paraissent souvent irréalistes. Il pense qu'une échéance agressive force l'organisation à éliminer les étapes inutiles. Les employés et anciens employés décrivent depuis des années des périodes de travail extrêmement intenses, des changements de priorité rapides et des décisions prises directement au sommet. Dans certains cas, cette pression produit une accélération spectaculaire. Dans d'autres, elle crée du turnover, de l'épuisement et des erreurs. Le quatrième est la proximité entre ingénierie et direction. Musk n'agit pas comme un directeur général uniquement financier. Il passe du temps avec les ingénieurs, questionne les paramètres techniques et intervient dans la conception. Ses compétences réelles sont parfois exagérées par ses partisans, mais réduire son rôle à celui d'un communicant serait également faux. Des responsables de SpaceX et Tesla ont décrit un dirigeant capable de comprendre suffisamment les systèmes pour challenger les équipes, même si les solutions finales viennent du travail collectif de milliers de spécialistes. Le cinquième est la capacité à attirer des gens qui veulent travailler sur des problèmes considérés comme historiques. Aller sur Mars, rendre la voiture électrique dominante, construire un robot humanoïde ou rendre une personne paralysée capable de contrôler un ordinateur par la pensée. Ces objectifs servent aussi de mécanisme de recrutement. Ils donnent du sens à des périodes de travail qui seraient difficiles à justifier dans une entreprise ordinaire. Enfin, Musk utilise la promesse publique comme une force de mobilisation. Lorsqu'il annonce une échéance, il ne parle pas seulement aux clients. Il parle aux employés, aux investisseurs, aux fournisseurs et aux concurrents. La déclaration crée une pression sur l'organisation pour faire exister ce qui vient d'être promis. Cette technique possède un avantage évident. Elle peut déplacer une industrie entière. Elle possède aussi un défaut évident. Lorsque la réalité n'obéit pas au calendrier, l'écart entre ambition et information fiable devient de plus en plus difficile à distinguer. La suite de Tesla va en fournir l'exemple parfait. La Model S prouve qu'une voiture électrique haut de gamme peut séduire. Mais elle ne suffit pas à accomplir la promesse centrale de Tesla, rendre l'électrique accessible à un marché beaucoup plus large. En mars 2016, Tesla présente la Model 3. Des centaines de milliers de personnes versent rapidement en acompte. L'entreprise dispose soudain d'un carnet de commandes immense, mais elle doit maintenant fabriquer des voitures à une cadence qu'elle n'a jamais atteinte. Musk considère depuis longtemps que l'usine elle-même doit devenir un produit. Il imagine une production extrêmement automatisée, à une vitesse proche de celle des industries électroniques. Le problème est que l'automobile résiste. Des tâches que l'on pensait simples pour un robot se révèlent plus faciles pour un humain. Des sous-systèmes ralentissent l'ensemble de la ligne. Une automatisation excessive crée parfois plus de complexité qu'elle n'en retire. Entre 2017 et 2018, Tesla entre dans ce que Musk appelle la production L. Les objectifs de volume sont repoussés. Le directeur général dort parfois dans l'usine. Des équipes sont redéployées en urgence. Tesla installe même une ligne d'assemblage supplémentaire sous une structure temporaire à Fremont afin d'augmenter la capacité. En 2018, l'entreprise atteint finalement l'objectif symbolique de 5000 Model 3 produites en une semaine. Le résultat permet à Tesla de sortir d'une partie de la crise et prépare son passage à une autre échelle. Mais l'histoire ne confirme pas seulement l'intuition de Musk. Elle la corrige. Il reconnaît publiquement que Tesla a trop automatisé certaines opérations et que le rôle des humains a été sous-estimé. C'est un cas intéressant parce que la méthode fonctionne précisément lorsqu'elle accepte de revenir sur sa propre théorie. Le succès industriel qui suit est considérable. Tesla ouvre une usine à Shanghai, puis une autre près de Berlin et agrandit son implantation au Texas. La Model 3 puis la Model Y deviennent des véhicules vendus à grande échelle. Les autres constructeurs accélèrent leurs propres programmes électriques. L'effet Tesla ne se mesure donc pas seulement au nombre de véhicules vendus,
mais à la réaction du reste de l'industrie. Là encore, l'histoire publique est parfois simplifiée. Tesla n'a pas, seul, créé la transition électrique mondiale. Les normes d'émission, les subventions, les progrès des batteries, les politiques chinoises et européennes, ainsi que les investissements des constructeurs traditionnels ont joué un rôle majeur. Mais Tesla a démontré qu'un véhicule électrique pouvait être désiré pour ses performances et sa technologie, et pas uniquement acheté par obligation écologique. Le coût humain de la culture d'urgence reste plus difficile à mesurer. Tesla a connu des départs de cadres importants, des restructurations brutales et de nombreuses plaintes liées aux conditions de travail. En 2023, l'EOC, l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre les discriminations au travail, a poursuivi Tesla en affirmant que des salariés noirs de l'usine de Fremont avaient subi un harcèlement racial généralisé et des représailles. Il s'agit d'allégations portées dans une procédure, et non d'un fait que l'on peut transformer en verdict général sur toute l'entreprise. Tesla a contesté plusieurs accusations de ce type dans différents dossiers. Ce qui est établi, en revanche, c'est qu'une organisation gérée en mode urgence permanent produit des gagnants et des perdants. Elle peut concentrer l'énergie autour d'un objectif mesurable, mais elle rend aussi les procédures, les ressources humaines et les contre-pouvoirs plus faciles à considérer comme des obstacles. Cette tension est encore plus visible dans le dossier qui accompagne Tesla depuis près de 10 ans, la conduite autonome. La conduite autonome est probablement le meilleur laboratoire pour distinguer la vision d'Elon Musk de sa capacité à prévoir le calendrier. En octobre 2016, Tesla annonce que les nouveaux véhicules produits disposent d'un ensemble de capteurs et de calculateurs présentés comme capables, à terme, de permettre une conduite totalement autonome avec les évolutions logicielles nécessaires. Musk promet aussi une démonstration où une Tesla traverserait les États-Unis de manière autonome avant la fin de 2017. La démonstration n'a pas lieu dans ce délai. En 2019, lors de l'Autonomy Day, Musk annonce que Tesla devrait disposer d'environ 1 million de robotaxis autonomes sur les routes en 2020. Cette flotte n'existe pas en 2020. Pendant les années suivantes, il continue d'annoncer que l'autonomie complète est proche, souvent dans un horizon d'environ 1 an. Pour comprendre pourquoi ces prévisions sont si difficiles, il faut distinguer plusieurs choses. Un système d'assistance à la conduite capable de maintenir une trajectoire ou de changer de voie n'est pas la même chose qu'un véhicule autonome dans toutes les situations. Tesla développe des fonctions de plus en plus avancées, puis une version appelée Full Self-Driving, malgré le fait que le conducteur doive longtemps rester attentif et responsable. Les autorités américaines ont enquêté sur plusieurs accidents et sur la manière dont certains conducteurs pouvaient utiliser ou comprendre les systèmes. Des accidents mortels impliquant des fonctions d'assistance Tesla ont donné lieu à des enquêtes du NTSB et de la NHTSA. Ces enquêtes ne démontrent pas que la technologie est inutile. Elles montrent que la sécurité dépend aussi de la supervision humaine, de la conception de l'interface, de la surveillance du conducteur et de la façon dont les capacités sont présentées. C'est ici que le langage devient une question technique et réglementaire. Si l'on appelle un produit full self-driving alors qu'il exige encore une supervision, le public peut comprendre davantage que ce que le système garantit réellement. Tesla précise dans sa documentation que les versions supervisées nécessitent l'attention du conducteur. Les critiques répondent que le nom et les déclarations de Musk ont parfois créé une attente plus ambitieuse. Puis la situation change progressivement. En 2024, Tesla présente le Cybercab, un véhicule conçu spécifiquement pour le transport autonome. En 2025, l'entreprise lance un service robotaxi limité à Austin avec des restrictions et une supervision opérationnelle. En 2026, selon Reuters, Tesla déploie à Austin un service sans superviseur humain dans le véhicule sur une flotte encore modeste, de l'ordre de quelques dizaines de voitures, étend aussi ses opérations à d'autres villes du Texas. Cette évolution oblige à éviter deux caricatures. Dire que Musk avait raison en 2019 parce qu'un service existe finalement en 2026 serait trompeur. L'annonce d'1 million de robotaxis en 2020 était très loin de la réalité du calendrier et de l'échelle. Dire que tout était du vent serait également trompeur. Un service autonome réel a fini par apparaître, des années plus tard et dans un périmètre beaucoup plus contrôlé que la promesse initiale. La question devient alors, à quoi sert une date chez Elon Musk? Est-ce une prévision destinée à informer? Un objectif destiné à pousser l'équipe? Une promesse commerciale? Une ambition? Selon le contexte, la réponse change. Et le problème est que le public, les investisseurs et les clients ne peuvent pas toujours savoir lequel de ces statuts ils doivent attribuer à la déclaration. C'est probablement l'une des clés de son personnage. Musk ne communique pas seulement ce qui existe. Il communique très souvent ce qu'il veut forcer à exister. Lorsque cela fonctionne, il paraît visionnaire. Lorsque cela échoue, la même méthode ressemble à de l'exagération. Pour mesurer correctement le bilan de Musk, il ne suffit pas d'étudier Tesla et SpaceX, parce que ce sont précisément ses deux plus grands succès. Il faut regarder aussi les projets qui ont avancé moins vite, changé d'échelle ou produit un résultat beaucoup plus limité que la vision initiale. SolarCity en est un exemple. L'entreprise solaire est créée en 2006 par Lyndon et Peter Reeve, cousins de Musk, qui en devient président du conseil et principal soutien stratégique. L'idée est cohérente avec le plan énergétique de Tesla. Produire de l'énergie solaire, la stocker dans des batteries et l'utiliser pour alimenter des véhicules électriques. En 2016,
Tesla rachète SolarCity dans une opération valorisée autour de 2,6 milliards de dollars. Le rapprochement déclenche immédiatement des critiques sur les conflits d'intérêts. Musk est à la fois dirigeant de Tesla, président de SolarCity et membre de la famille des fondateurs. Des actionnaires accusent plus tard Musk d'avoir poussé Tesla à secourir une société en difficulté au détriment de ses investisseurs. Après un procès au Delaware, la justice conclut en 2022 que l'acquisition était entièrement équitable, même si le processus n'était pas parfait et même en supposant pour l'analyse que Musk pouvait être considéré comme actionnaire de contrôle. La Cour suprême du Delaware confirme ensuite la décision. Il est donc faux de présenter le rachat comme une fraude établie. Il est en revanche exact que la structure de l'opération posait des questions de gouvernance suffisamment sérieuses pour provoquer plusieurs années de procédure. Le produit phare présenté au moment de l'acquisition, le Solar Roof, promet de transformer directement les tuiles d'un toit en éléments photovoltaïques esthétiques. Le produit existe, mais son déploiement reste très loin d'une révolution comparable à celle de la Model 3. La Boring Company offre un autre contraste. Musk annonce en 2016 qu'il veut s'attaquer aux embouteillages en creusant des réseaux de tunnels beaucoup plus vite et moins chers. L'entreprise construit un tunnel d'essai en Californie, puis un système de transport à Las Vegas. Le Vegas Loop est réel et fonctionne avec des véhicules Tesla dans des tunnels dédiés. De nouveaux projets, notamment à Dubaï, ont été annoncés ou négociés. Mais là encore, le résultat doit être comparé à la promesse initiale. Le système de Las Vegas n'est pas encore un réseau souterrain révolutionnant les grandes métropoles. Il ressemble davantage à une infrastructure spécialisée en croissance progressive. Ce décalage n'implique pas que l'entreprise soit sans valeur. Il montre quelque chose de plus intéressant. Toutes les méthodes qui ont fonctionné chez SpaceX ne produisent pas automatiquement un bouleversement dans un autre secteur. Un tunnel urbain dépend du sol, des permis, de l'urbanisme, des stations, de la sécurité incendie, de la capacité de transport et de l'intégration avec la ville. Le problème n'est pas seulement de creuser moins cher. Le même raisonnement s'applique à l'énergie solaire. Un panneau ou une tuile techniquement élégante doit encore être installé maison par maison, respecter des normes locales, s'intégrer à un métier du bâtiment et atteindre un prix compétitif. Les échecs relatifs de Musk sont donc souvent des endroits où la complexité ne peut pas être supprimée simplement en redessinant une pièce. C'est un point essentiel pour la suite. Plus Musk s'éloigne d'un problème dominé par la physique et plus il rencontre des systèmes dont les contraintes sont humaines, juridiques ou institutionnelles. Elon Musk a toujours entretenu une relation conflictuelle avec la régulation. Dans son récit, la règle apparaît souvent comme une inertie qu'il faut questionner. Parfois, il a raison, des procédures peuvent être obsolètes. Mais les marchés financiers, l'automobile, la médecine ou l'administration publique ont aussi des règles parce qu'une erreur n'y détruit pas seulement un prototype. L'un des conflits les plus connus éclate le 7 août 2018. Musk publie sur Twitter qu'il envisage de retirer Tesla de la bourse à 420 $ l'action et que le financement est sécurisé. L'annonce fait bouger le cours. La Security and Exchange Commission, la SEC, l'accuse ensuite de fraude en estimant que les déclarations sur le financement étaient fausses ou trompeuses. Quelques semaines plus tard, Musk, Tesla et la SEC concluent un accord. Musk et Tesla paient chacun 20 millions de dollars de pénalité. Musk quitte la présidence du conseil de Tesla pendant 3 ans, tout en restant directeur général. Tesla doit renforcer la surveillance de certaines communications. Musk et Tesla règlent l'affaire sans admettre ni nier les accusations de la SEC. Ce détail juridique compte. On peut affirmer qu'il y a eu sanction et règlement. On ne doit pas transformer l'accord en aveu de fraude. L'affaire montre surtout la différence entre deux environnements. Dans une réunion interne, un dirigeant peut annoncer un objectif agressif pour forcer l'organisation à avancer. Sur un marché financier, une déclaration publique peut immédiatement influencer le prix d'un actif et les décisions de millions d'investisseurs. La parole n'a plus le même statut. Le conflit ne s'arrête pas là. Musk conteste régulièrement les restrictions de communication liées à l'accord et critique publiquement la SEC. Puis, après le rachat de Twitter, un autre dossier apparaît. L'agence l'accuse d'avoir déclaré trop tard sa participation de plus de 5% dans Twitter en 2022, ce qui lui aurait permis de continuer à acheter des actions avant que le marché connaisse l'ampleur de sa position. En mai 2026, Musk et la SEC proposent de régler cette affaire par une pénalité de 1,5 million de dollars payée par un trust à son nom, sans admission de faute. La juge fédérale chargée du dossier refuse d'abord d'approuver automatiquement l'accord et demande des explications sur sa faiblesse apparente au regard des quelques 150 millions de dollars que la SEC affirmait que Musk avait économisés. Le 8 juillet 2026, elle approuve finalement le règlement tout en exprimant d'importantes réserves. L'épisode ajoute un nouveau chapitre à une relation déjà ancienne entre Musk et le régulateur des marchés. Un autre procès lié au rachat de Twitter produit en 2026 un résultat plus sévère. En mars, un jury fédéral de San Francisco juge Musk responsable d'avoir trompé des actionnaires pour certaines déclarations de mai 2022 sur la suspension du rachat et la proportion de faux comptes. Le jury ne retient pas toutes les affirmations contestées ni l'accusation d'un schéma frauduleux global. En juillet, le juge maintient l'essentiel du verdict sur la déclaration du 13 mai, tout en écartant la responsabilité sur une autre publication.
Musk peut encore contester la décision en appel et le montant final des dommages reste distinct de la question de sa responsabilité. Dans l'automobile, les tensions prennent une autre forme. La NHTSA et le NTSB ont examiné plusieurs accidents impliquant autopilote ou d'autres fonctions d'assistance. Tesla a effectué des rappels logiciels et modifié des dispositifs de surveillance. Les partisans de l'entreprise soulignent qu'une voiture connectée peut recevoir des corrections à distance beaucoup plus vite qu'un véhicule traditionnel. Les critiques soulignent que le déploiement rapide auprès du public transforme parfois les clients en utilisateurs d'une technologie encore en évolution. La question n'est pas de choisir entre innovation et régulation. Elle est de déterminer quel niveau de risque est acceptable lorsque l'expérience ne se déroule plus sur une zone d'essai mais sur une route publique. Et c'est exactement le type de frontière que Musk va franchir lorsqu'il achète non plus une usine ou un laboratoire, mais une place publique numérique. En 2022, Elon Musk n'est plus seulement un dirigeant de l'industrie. Il possède déjà une audience gigantesque sur Twitter. Il y annonce des produits, répond à des clients, insulte parfois des critiques, déplace le cours de certaines crypto-monnaies et transforme sa communication personnelle en médias directs. Au printemps, il révèle avoir acquis une participation importante dans Twitter. Après une série de mouvements rapides, il propose de racheter l'ensemble de l'entreprise pour 54,20 $ par action, soit environ 44 milliards de dollars. Il présente l'opération comme un combat pour la liberté d'expression. Selon lui, Twitter joue un rôle trop important dans le débat public pour que ses règles de modération et son algorithme restent contrôlés par une organisation qu'il juge opaque et politiquement biaisée. Puis Musk tente de se retirer de l'accord. Il accuse Twitter de ne pas lui fournir suffisamment d'informations sur les faux comptes et les bots. Twitter répond que le contrat l'oblige à acheter. L'affaire se dirige vers un procès devant la justice du Delaware. Quelques semaines avant l'audience, Musk accepte finalement d'exécuter l'accord initial. Il prend le contrôle de Twitter le 27 octobre 2022. L'entrée est symbolique. Il publie une vidéo où il arrive au siège avec un lavabo, jeu de mots sur l'expression « let that sink in ». La suite est beaucoup moins légère. En quelques jours, environ la moitié des salariés sont licenciés. D'autres partent après un ultimatum demandant d'accepter une culture de travail extrêmement hardcore ou de quitter l'entreprise. Des équipes entières liées à la modération, à la communication, à la sécurité ou aux politiques publiques sont réduites ou restructurées. Pour Musk, la logique est familière. Réduire les coûts, supprimer des niveaux hiérarchiques, raccourcir les boucles de décision, exiger une intensité maximale. Une méthode proche de celle employée dans une entreprise industrielle en crise est appliquée à un réseau social mondial. Certaines modifications sont rapides et réelles. L'entreprise réécrit son système de vérification, ouvre davantage son algorithme de recommandation, développe des fonctions vidéo, de paiement aux créateurs et d'abonnement. En juillet 2023, Twitter est rebaptisé X, le nom que Musk voulait déjà imposer à son ancienne banque en ligne plus de 20 ans auparavant. Ce retour du X n'est pas un détail de branding. Il révèle la continuité de son ambition, créer une application capable de réunir communication, contenu, finance et services, une sorte de plateforme universelle inspirée en partie des super applications asiatiques. Mais le coût du bouleversement est élevé. Les annonceurs s'inquiètent de l'environnement de marque et de la modération des contenus. Des organisations accusent X de laisser progresser la désinformation, le racisme ou l'antisémitisme. X conteste plusieurs méthodologies et engage des poursuites contre certains critiques. En novembre 2023, alors que plusieurs grands annonceurs suspendent leurs dépenses après une controverse liée à des contenus antisémites et à une réponse de Musk à une publication, Musk leur adresse publiquement une formule injurieuse. En substance, qu'ils ne devaient pas tenter de le faire chanter avec leur argent publicitaire. Le geste illustre parfaitement son style. Il refuse de dépendre d'acteurs qu'il perçoit comme capables de le contraindre. Mais un réseau social financé historiquement par la publicité dépend précisément de la confiance des annonceurs. Le rachat de Twitter devient ainsi une expérience grandeur nature. Que se passe-t-il lorsque Musk applique sa culture du contrôle, de la vitesse et du conflit à une infrastructure dont la matière première n'est pas l'acier, mais la parole humaine? La réponse va devenir encore plus complexe lorsqu'X se transforme aussi en instrument politique. Elon Musk n'a pas toujours été associé à la droite américaine. Il a soutenu ou voté pour des candidats démocrates dans le passé et a longtemps présenté ses positions comme centristes, technologiques ou pragmatiques. En 2017, il accepte même de participer à des conseils consultatifs économiques de Donald Trump, puis les quitte lorsque Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Mais au début des années 2020, le ton change. Musk critique de plus en plus les politiques sanitaires, les syndicats, les démocrates, les médias traditionnels et ce qu'il décrit comme une culture woke. Le rachat de Twitter accélère cette évolution. Il n'est plus seulement participant au débat, il possède l'une de ses principales infrastructures. En juillet 2024, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump en Pennsylvanie, Musk apporte publiquement son soutien aux candidats républicains. Son engagement devient ensuite financier et opérationnel. Les documents de la Federal Election Commission montrent qu'il consacre environ 259 millions de dollars à des groupes soutenant la victoire de Trump, dont l'essentiel à America PAC, le super PAC qu'il a créé. Musk ne se contente pas d'un chèque. Il intervient dans la campagne,
apparaît aux côtés de Trump et utilise X pour relayer massivement des messages politiques. Après l'élection, il devient l'un des personnages les plus visibles de l'entourage du président élu. En parallèle, il intervient de plus en plus directement dans la politique européenne. En Allemagne, il apporte son soutien à l'Alternative für Deutschland, l'AfD, parti nationaliste et anti-immigration situé à l'extrême droite du paysage politique allemand. Il écrit que seule l'AfD peut sauver l'Allemagne et organise en janvier 2025 une conversation publique sur X avec sa dirigeante Alice Weidel. Ses partisans présentent cette démarche comme l'exercice normal de sa liberté d'expression et comme un refus des tabous politiques européens. Ses détracteurs y voient l'intervention d'un milliardaire étranger, propriétaire d'une plateforme, dans une campagne nationale. L'AfD obtient ensuite la deuxième place aux élections fédérales de février 2025, son meilleur résultat national de l'après-guerre pour un parti d'extrême droite. Le soutien de Musk n'explique évidemment pas à lui seul ce résultat, et rien ne permet de mesurer simplement son effet. Il montre en revanche que Musk a désormais choisi d'utiliser son audience et sa plateforme pour peser directement dans des compétitions politiques étrangères. Le 20 janvier 2025, au cours des célébrations de l'investiture de Donald Trump, un épisode concentre brutalement les tensions autour de cette évolution. Sur scène, Musk remercie la foule. Il pose sa main droite sur sa poitrine, puis tend rapidement le bras droit vers le haut, paume vers le bas, avant de se retourner et de refaire un geste comparable vers les personnes placées derrière lui. La séquence est filmée et n'est pas contestée. Très vite, des journalistes, responsables politiques et internautes comparent le geste à un salut nazi ou fasciste. L'Anti-Defamation League, organisation spécialisée dans la lutte contre l'antisémitisme, adopte une lecture différente. Elle estime alors qu'il s'agit d'un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme, et non d'un salut nazi. Musk rejette la controverse, parlant d'une attaque usée consistant à comparer tout le monde à Hitler. Ce documentaire ne peut pas aller plus loin que les faits disponibles. La forme du geste est visible. Les comparaisons qu'il a suscitées sont documentées. La réponse de Musk l'est aussi. Son intention intérieure, elle, ne peut pas être présentée comme un fait établi. L'épisode est pourtant révélateur d'un changement plus large. Quelques années auparavant, une polémique politique de cette ampleur aurait été périphérique dans un portrait de Musk. En 2025, elle devient centrale parce que l'entrepreneur est désormais lui-même un acteur du pouvoir politique. Le 20 janvier 2025, le jour même de l'investiture, Donald Trump signe un décret réorganisant le United States Digital Service et créant une structure temporaire destinée à faire avancer l'agenda du Department of Government Efficiency, DOGE. Malgré son nom, DOGE n'est pas un ministère créé par le Congrès. C'est une initiative de l'exécutif visant à réduire les dépenses, les effectifs et la bureaucratie fédérale, avec Musk comme figure de proue politique et opérationnelle pendant ses premiers mois. Musk est classé comme Special Government Employee, un statut temporaire qui limite normalement le nombre de jours de service dans l'année. L'objectif initial annoncé est spectaculaire. Musk évoque d'abord jusqu'à 2000 milliards de dollars de réduction, puis des montants plus modestes. Les équipes liées à DOGE obtiennent un accès rapide à plusieurs agences, examinent des contrats, des systèmes de paiement et des bases de données, et participent à des suppressions de postes ou de programmes. La méthode ressemble immédiatement à celle d'une restructuration de start-up. Petits groupes techniques, décisions rapides, communication courte, suppression considérée comme préférable à l'optimisation lente, recherche des dépenses jugées inutiles. Mais l'État fédéral n'est pas une entreprise privée. Une agence n'a pas seulement des clients et des revenus. Elle possède des missions fixées par la loi, des obligations de procédure, des règles de confidentialité, des droits pour les salariés, des systèmes critiques et des responsabilités qui peuvent être difficiles à mesurer en dollars. Supprimer une dépense peut générer une économie, mais aussi déplacer un coût vers une autre administration ou dégrader un service public. Reuters documente au printemps 2025 plusieurs cas où des coupes ont provoqué des goulots d'étranglement, des délais, des pertes de compétences ou des coûts supplémentaires. La Maison-Blanche défend l'initiative en affirmant qu'elle a modernisé l'administration, réduit la fraude et identifié des économies importantes. Le problème est la mesure. DOGE publie un wall of receipts, since to tireless economies. Plusieurs médias et observateurs trouvent des erreurs, des doubles comptes ou des montants difficiles à vérifier. L'organisation corrige certains chiffres. Les montants revendiqués par DOGE restent donc différents des économies indépendamment démontrées. Cette distinction est essentielle. Dire que DOGE affirme avoir économisé une somme ne signifie pas que la somme a été auditée et confirmée. Musk quitte son rôle de Special Government Employee à la fin du mois de mai 2025, à l'approche de la limite de son statut. Son départ intervient alors que ses relations avec Donald Trump se détériorent autour d'un vaste projet de loi budgétaire et fiscale que Musk critique publiquement comme trop coûteux. Quelques semaines plus tard, le conflit devient personnel et spectaculaire. Trump menace notamment les subventions et contrats dont bénéficient les entreprises de Musk. Musk répond sur X. En juillet 2025, il annonce la création d'une America Party pour s'opposer à ce qu'il décrit comme un système politique dépensier à deux partis. L'annonce existe. Elle ne doit pas être confondue avec la preuve qu'un nouveau grand parti national est devenu opérationnel ou électoralement puissant. La structure temporaire créée par le décret arrive à son terme le 4 juillet 2026.
Les contrôles officiels continuent pourtant après sa fermeture. En avril, le Government Accountability Office, le GAO, relève notamment que le Trésor n'avait pas pleinement appliqué certains contrôles de protection des données lors de l'accès d'un membre de l'équipe Doge à des systèmes de paiement. Puis, en août 2026, un autre audit fédéral conclut que plusieurs économies affichées sur le Wall of Receipts étaient surestimées ou insuffisamment étayées. Dans certains cas, Doge s'était attribué des économies provenant d'actions déjà engagées. Dans un autre, une résiliation de contrat présenté comme une économie n'avait finalement pas eu lieu. Ces constats ne prouvent pas que Doge n'a réalisé aucune économie. Ils montrent que le total affiché publiquement ne peut pas être traité comme un chiffre audité et certain. L'épisode Doge est peut-être la démonstration la plus claire de la question qui traverse cette histoire. Chez SpaceX, supprimer 10 pièces d'un moteur qui n'en a besoin que de 5 peut être un progrès mesurable. Dans une administration, supprimer 10 procédures peut accélérer le travail ou supprimer 10 protections. Le résultat n'apparaît pas toujours immédiatement sur un tableau de bord. Musk avait bâti sa réputation en demandant « Pourquoi cette règle existe-t-elle » Doge a montré que, dans l'État, la seconde question est tout aussi importante. Que se passe-t-il si on l'enlève? Le pouvoir politique d'Elon Musk ne vient pas seulement de son argent ou de X. Il vient aussi d'infrastructures devenues difficiles à remplacer. Starlink est l'exemple le plus important. SpaceX commence à déployer ses premiers satellites opérationnels Starlink à grande échelle en 2019. L'idée est de créer un réseau en orbite basse capable de fournir une connexion Internet à faible latence presque partout sur la planète. Pour rendre le modèle économiquement viable, SpaceX doit lancer des milliers de satellites. Or l'entreprise possède précisément ce qui manque à ses concurrents, son propre lanceur réutilisable. Cette intégration crée une boucle très puissante. Falcon 9 met Starlink en orbite. Starlink fournit des revenus récurrents à SpaceX. Ces revenus peuvent financer davantage de lancements, de satellites et le développement de Starship. Puis la guerre en Ukraine révèle une autre dimension du système. Après l'invasion russe de février 2022, Starlink devient rapidement un moyen de communication important pour l'Ukraine, y compris pour des unités militaires lorsque des réseaux terrestres sont détruits ou brouillés. SpaceX fournit des terminaux et des services, avec aussi des financements publics et privés selon les périodes. En 2023, une controverse éclate autour d'une opération ukrainienne envisagée contre la flotte russe près de la Crimée. La formulation initiale de certains récits laisse croire que Musk aurait coupé un service déjà actif au moment de l'attaque. Des précisions ultérieures indiquent plutôt qu'il a refusé une demande visant à activer ou étendre la couverture Starlink pour soutenir l'opération dans cette zone. La nuance factuelle est essentielle. Mais le problème de fond demeure. Le dirigeant d'une entreprise privée peut se retrouver en position d'influencer les conditions techniques d'une opération militaire dans une guerre entre États. Musk explique qu'il ne voulait pas que Starlink soit utilisé pour une attaque susceptible d'escalader le conflit et affirme que le système n'avait pas été conçu comme une arme offensive. Les responsables ukrainiens critiquent la décision. Par la suite, le Pentagone conclut des accords spécifiques pour des services satellitaires destinés aux besoins militaires. Cet épisode n'est pas seulement une controverse sur Musk. Il pose une question nouvelle pour les démocraties. Que se passe-t-il lorsqu'une infrastructure stratégique essentielle appartient à une société privée contrôlée par une personnalité très politique? Pendant une grande partie du XXe siècle, les communications militaires et spatiales étaient presque exclusivement des fonctions étatiques. Starlink a prouvé qu'une entreprise pouvait déployer plus vite une infrastructure mondiale. Mais cette efficacité déplace aussi une partie du pouvoir de décision. C'est encore la même dualité. La concentration du contrôle permet à SpaceX d'agir rapidement lorsqu'un réseau doit être activé dans une zone sinistrée ou en guerre. La concentration du contrôle signifie aussi qu'une décision très importante peut dépendre d'une poignée de dirigeants. Au milieu des années 2020, ce pouvoir infrastructurel commence à se combiner avec un autre, l'intelligence artificielle. En 2015, Elon Musk participe avec Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever et d'autres figures de la technologie au lancement d'OpenAI. L'organisation est alors présentée comme un laboratoire de recherche à but non lucratif dont l'objectif est de développer une intelligence artificielle avancée au bénéfice de l'humanité. Musk en est l'un des coprésidents et l'un des soutiens financiers annoncés. Il quitte le conseil d'OpenAI en 2018. Les raisons précises de la rupture font l'objet de récits opposés. OpenAI affirme plus tard que Musk souhaitait davantage de contrôle et avait envisagé une intégration avec Tesla. Musk soutient de son côté qu'il s'inquiétait de la trajectoire et de la gouvernance de l'organisation. Ce qui est certain, c'est qu'il devient ensuite l'un de ses critiques les plus virulents. Lorsque ChatGPT propulse OpenAI au centre de la course mondiale à l'IA, le conflit prend une dimension stratégique. En 2023, Musk crée XAI. Le produit principal, Grok, est intégré à X et présenté comme une intelligence artificielle moins contrainte, plus directe et disposant d'un accès privilégié à l'information circulant sur la plateforme. La vitesse de développement est impressionnante. XAI construit une infrastructure de calcul massive à Memphis et publie plusieurs générations de modèles en peu de temps. Mais la philosophie de modération plus permissive produit aussi des incidents majeurs. En mai 2025,
XAI explique qu'une modification non autorisée du système de Grok a poussé le chatbot à introduire de manière répétée le thème du prétendu génocide blanc en Afrique du Sud dans des réponses sans rapport avec le sujet. L'entreprise dit avoir corrigé le problème et renforcé ses procédures de publication. En juillet 2025, Grok publie également des réponses antisémites et des messages faisant l'éloge d'Hitler. XAI supprime des contenus qu'elle qualifie d'inappropriés. En 2026, une enquête de Reuters montre que Grok peut encore générer certaines images sexualisées non consenties malgré de nouvelles restrictions annoncées. Ces épisodes ne signifient pas que toute la technologie est incontrôlable. Ils montrent qu'un modèle entraîné et déployé très vite peut produire des dommages à la même vitesse que ses nouvelles capacités. Le conflit avec OpenAI devient en parallèle judiciaire. Musk accuse l'organisation et ses dirigeants d'avoir abandonné leur mission initiale au profit d'un modèle orienté vers le profit. OpenAI conteste ces accusations et soutient notamment que Musk connaissait la nécessité de structures commerciales permettant de lever les capitaux gigantesques nécessaires à l'IA. En mai 2026, après un procès en Californie, un jury rejette les demandes de Musk en jugeant qu'il avait intenté l'action trop tard. Ce verdict constitue une victoire judiciaire pour OpenAI, mais il est important de le formuler précisément. Le jury conclut que les demandes étaient prescrites. Cela ne revient pas à un jugement général selon lequel chaque décision de gouvernance prise par OpenAI depuis 2015 serait moralement ou stratégiquement parfaite. Pendant que les deux camps s'affrontent, les entreprises de Musk se rapprochent. En mars 2025, XAI acquiert X dans une transaction annoncée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 45 milliards de dollars pour X en incluant sa dette. Puis, en février 2026, SpaceX acquiert XAI. X et Grok se retrouvent ainsi, via XAI, au sein d'un ensemble contrôlé par SpaceX. Quelques mois plus tard, en juin 2026, SpaceX entre en bourse sous le symbole SpaceX lors d'une introduction d'une ampleur historique. L'entreprise n'est donc plus seulement un constructeur de fusées privées. Elle devient aussi le sommet d'un ensemble mêlant lancement spatial, satellites, intelligence artificielle et réseau social. Cette concentration crée des synergies évidentes. Elle crée aussi une question de gouvernance. Lorsqu'une même sphère contrôle un réseau de communication, un modèle d'IA, des infrastructures orbitales et une plateforme sociale, où se situent les contre-pouvoirs. Une fois encore, la puissance du système vient précisément de ce qui inquiète ses critiques, l'intégration. Pour parler des projets futurs de Musk sans tomber dans la publicité, il faut adopter une règle simple. Séparer ce qui existe, ce qui est testé, ce qui est annoncé et ce qui est seulement espéré. Neuralink fournit un bon exemple. Fondée en 2016, l'entreprise développe une interface cerveau-machine implantable. Son objectif initial est médical, permettre à des personnes paralysées de contrôler un ordinateur ou d'autres appareils par l'activité neuronale. À plus long terme, Musk a évoqué des ambitions beaucoup plus larges, allant du traitement de nombreuses pathologies à une interaction plus étroite entre humains et intelligence artificielle. Après des années d'expérimentation animale, Neuralink obtient en 2023 l'autorisation de la FDA pour recruter dans son premier essai humain. En janvier 2024, l'entreprise annonce avoir réalisé son premier implant chez un patient. Les vidéos publiées ensuite montrent des participants capables d'utiliser un curseur, de jouer ou d'interagir avec un ordinateur par la pensée. En janvier 2026, Neuralink affirme que 21 participants font désormais partie de ces programmes. C'est un progrès réel vers une interface clinique utilisable. Ce n'est pas encore une approbation commerciale générale. Les dispositifs restent expérimentaux, dans des essais encadrés, sur un nombre limité de personnes. Le parcours a également soulevé des questions de bien-être animal et de contrôle de laboratoire. Reuters a révélé en 2022 une enquête du département américain de l'agriculture après des plaintes internes sur le rythme des expérimentations. L'USDA a ensuite indiqué ne pas avoir trouvé de violation de ces règles au-delà d'un incident de 2019 déjà signalé. En revanche, des inspections de la FDA dans un laboratoire californien ont relevé des lacunes de tenue de dossier et de contrôle qualité. Ces constats n'ont pas empêché l'autorisation des essais humains, la FDA estimant avoir reçu suffisamment d'informations pour les permettre. Optimus se situe à un stade différent. Tesla présente en 2021 le concept d'un robot humanoïde destiné à accomplir des tâches répétitives ou dangereuses. La première présentation comporte surtout une mise en scène. En 2022, un prototype marche sur scène. Les versions suivantes deviennent plus fluides, plus légères et capables de manipulations plus précises. Musk affirme que les robots humanoïdes pourraient un jour représenter une activité plus importante que l'automobile. Tesla prévoit de monter en puissance dans la production d'Optimus, mais en 2026 l'écart reste immense entre des démonstrations, une production pilote et des millions de robots autonomes travaillant dans l'économie. Cybercab et le réseau de robotaxis sont plus avancés commercialement. Tesla a commencé la production pilote du Cybercab au premier trimestre 2026 selon ses documents financiers, tandis que le service autonome d'Austin est devenu une réalité opérationnelle mais encore limitée. Ces trois projets montrent trois niveaux de maturité différents. Une technologie médicale en essai humain, un robot industriel humanoïde en phase de développement et un service autonome qui commence à transporter des clients dans certaines zones. Ils montrent aussi pourquoi Musk est difficile à évaluer en temps réel. Il présente souvent la destination finale avant que le chemin intermédiaire soit construit.
Une démonstration devient dans son discours le premier chapitre d'un marché gigantesque. Parfois, comme avec Falcon 9, la destination finit par sembler presque normale une décennie plus tard. Parfois, comme avec 1 million de robotaxis en 2020, le calendrier se révèle profondément faux. Le travail d'un documentaire sérieux consiste donc à ne pas choisir trop tôt entre prophétie et illusion. Depuis la création de SpaceX, Mars reste l'objectif le plus spectaculaire d'Elon Musk. En 2016, il présente publiquement une architecture de transport interplanétaire destinée, à terme, à construire une ville autonome sur la planète rouge. Les dates annoncées au fil des années ont souvent glissé. Aucun équipage humain n'a encore quitté la Terre pour Mars. Aucune colonie n'existe. Mais contrairement à une simple promesse de science-fiction, le véhicule conçu pour cette ambition est devenu un programme matériel massif, Starship. Starship est un système entièrement réutilisable composé d'un premier étage, Super Heavy, et d'un vaisseau supérieur, Starship. Il est beaucoup plus grand que Falcon 9 et doit transporter des charges très lourdes en orbite. SpaceX le développe aussi pour le programme lunaire Artemis de la NASA, qui a choisi une version de Starship comme système d'atterrissage humain pour de futures missions vers la Lune. Le développement ressemble à une version amplifiée de Falcon 1. Les premiers prototypes effectuent des sauts à basse altitude puis des vols de plus en plus complexes. Plusieurs explosent. Le premier vol intégré, en avril 2023, se termine par la destruction du véhicule après des problèmes de moteur et de contrôle. Le deuxième vol progresse davantage mais échoue encore. Les vols suivants améliorent progressivement la séparation des étages, le contrôle du retour et la protection thermique. En octobre 2024, SpaceX réussit une image qui aurait semblé absurde quelques années plus tôt. La tour de lancement attrape en vol le booster Super Heavy avec ses bras mécaniques lors du retour. Les essais de 2025 connaissent à nouveau des échecs importants sur l'étage supérieur, tout en accumulant des données sur les moteurs, les tuiles thermiques et la rentrée atmosphérique. En 2026, le programme continue d'évoluer. Le 13e vol, le 24 juillet, emporte 20 satellites Starlink V3 de démonstration sur une trajectoire suborbitale, teste un bouclier thermique amélioré et se termine par un amérissage contrôlé de l'étage supérieur dans l'océan Indien. Tandis que le booster frappe plus durement que prévu la zone maritime de retour. Début août, SpaceX annonce viser un 14e essai avant la fin du mois, avec l'objectif beaucoup plus ambitieux de ramener l'étage supérieur vers la tour et de tenter sa récupération sur Terre, sous réserve des autorisations réglementaires. Le rythme peut donner l'impression d'un chaos permanent. Un véhicule explose, un autre vole quelques semaines ou quelques mois plus tard, la conception change, puis la tour elle-même devient un élément du système de récupération. C'est pourtant ici que la méthode Musk est la plus cohérente avec le problème. Une fusée expérimentale produit des données physiques très claires. Le moteur s'allume ou non. La structure résiste ou casse. La trajectoire est mesurable. Chaque essai peut réduire l'incertitude. Mais même ici, les contraintes extérieures existent. Les vols nécessitent des autorisations de la FAA, des analyses de sécurité et des évaluations environnementales. SpaceX accuse parfois les régulateurs de ralentir le développement. Les autorités répondent qu'un lanceur géant ne peut pas être testé comme un logiciel. Mars reste donc à la fois une ambition lointaine et une force d'organisation immédiate. Musk peut être très en retard sur la colonisation de la planète rouge tout en ayant construit, à cause de cet objectif, un lanceur dont la capacité pourrait transformer l'économie orbitale bien avant le premier voyage martien. C'est une caractéristique récurrente de ces projets. La promesse finale peut être exagérée ou prématurée, tandis que les technologies construites pour l'atteindre produisent déjà des effets réels. En 2026, l'empire Musk est suffisamment vaste pour que l'on puisse enfin faire un bilan sans se limiter au slogan. Commençons par les réussites difficiles à contester. SpaceX a installé la réutilisation des premiers étages au cœur de son modèle économique. L'entreprise assure des lancements commerciaux, institutionnels et militaires, transporte des astronautes pour la NASA et opère Starlink. En juin 2026, SpaceX réalise une introduction en bourse historique, au prix de $135 par action, levant des dizaines de milliards de dollars et devenant l'une des entreprises les plus valorisées du marché américain. Quelques mois auparavant, elle a acquis xAI, ce qui signifie que l'entreprise spatiale se retrouve désormais liée directement à l'IA Grok et à X. Tesla reste l'un des plus grands constructeurs de véhicules électriques au monde, même si la concurrence est devenue beaucoup plus forte, notamment en Chine. Au deuxième trimestre 2026, l'entreprise annonce plus de 480 000 véhicules livrés et 13,5 gigawattheures de produits de stockage d'énergie déployés. Tesla n'est donc pas seulement une histoire de valorisation boursière ou de promesses, elle produit à grande échelle. La conduite autonome a franchi un seuil avec le déploiement de robotaxis sans superviseur humain dans le véhicule à Austin. Mais la flotte reste petite face à l'ambition d'un réseau national massif et face à des concurrents comme Waymo. Le résultat est réel. L'échelle promise autrefois ne l'est pas encore. Neuralink dispose de participants humains utilisant ses interfaces dans des essais cliniques. Ce n'est plus uniquement une expérience animale ou une présentation de laboratoire. Mais ce n'est pas encore un produit médical grand public approuvé pour des millions de personnes. Optimus progresse, mais les annonces de production massive restent des objectifs à démontrer. Starship vole,
revient partiellement, teste la récupération et sert de base à de futurs systèmes lunaires et martiens. Mais l'objectif d'une ville sur Mars reste très loin de la réalité de 2026. La Boring Company exploite de vrais tunnels, sans avoir encore transformé la mobilité urbaine mondiale. Le Solar Roof existe, sans avoir remodelé le marché du toit comme Tesla a remodelé l'image de la voiture électrique. X existe toujours et reste une plateforme politiquement et culturellement importante, mais son histoire financière et publicitaire après leur achat est beaucoup plus contestée que celle de SpaceX. Son intégration à XAI puis à l'ensemble SpaceX montre que Musk n'a pas abandonné sa vieille idée d'un système X plus large, il l'a déplacé dans un conglomérat technologique inédit. Sur le terrain politique, son passage par Doge a démontré qu'il pouvait obtenir un accès exceptionnel au cœur de l'État américain, mais il a aussi montré les limites de la transposition d'une méthode de start-up à l'administration. Les économies revendiquées ont fait l'objet de contestations, les procédures ont provoqué des recours et Musk a quitté le gouvernement après quelques mois, avant de se brouiller avec Trump sur les dépenses publiques. C'est donc un bilan profondément asymétrique. Musk est meilleur lorsqu'un problème peut être réduit à des contraintes mesurables. Masse, coût, énergie, cadence, nombre de pièces, puissance de calcul, débit de lancement. Il est beaucoup plus controversé lorsque le problème implique une multitude de valeurs qui ne peuvent pas être optimisées par un seul indicateur. Liberté d'expression contre sécurité, vitesse contre droit du travail, économie budgétaire contre mission publique, innovation médicale contre protection des sujets, influence politique contre pluralisme. Cette asymétrie permet peut-être enfin de comprendre pourquoi les mêmes comportements produisent des résultats si différents. L'exigence extrême qui peut faire gagner 6 mois à un programme de fusée peut épuiser une équipe. La volonté de supprimer les intermédiaires peut réduire le prix d'un composant ou supprimer un contrôle utile. Le fait de dire publiquement « nous allons le faire » peut attirer les meilleurs ingénieurs ou tromper les attentes sur le calendrier. Le contrôle centralisé peut permettre une décision immédiate en crise ou concentrer un pouvoir exceptionnel entre les mains d'une seule personne. Il n'existe pas deux Elon Musk, un ingénieur génial et un provocateur imprudent. Il existe un même système de comportement appliqué à des terrains différents. Et c'est précisément ce qui rend son avenir difficile à prévoir. Alors, que reste-t-il lorsqu'on retire les mythes, les slogans et les détestations? Il reste un homme qui n'a pas tout inventé, mais qui a réussi à réunir du capital, des ingénieurs et une pression industrielle autour de problèmes que beaucoup d'acteurs considéraient comme trop chers ou trop risqués. Il reste un dirigeant qui a plusieurs fois annoncé des délais faux, parfois de plusieurs années, mais dont certaines promesses considérées comme irréalistes ont fini par devenir des technologies ordinaires. Voir un premier étage de fusée revenir se poser verticalement est devenu presque banal. Une voiture électrique capable de rivaliser avec les meilleures berlines thermiques ne surprend plus. Un réseau de milliers de satellites en orbite basse est désormais une infrastructure commerciale. Ce changement de normalité est une partie réelle de son héritage. Il reste aussi des projets qui n'ont pas tenu leur promesse initiale, des méthodes de management qui ont un coût humain, des conflits de gouvernance, des sanctions réglementaires et une tendance à transformer le désaccord en affrontement personnel. Il reste un homme dont le pouvoir ne vient plus seulement de sa richesse. Il contrôle ou influence des systèmes qui transportent des personnes, des données, des satellites, des messages politiques et bientôt peut-être des interactions entre le cerveau et la machine. Quand une personne possède une telle capacité d'action, son tempérament devient un sujet d'intérêt public. Et c'est ici que nous pouvons revenir à notre question de départ. Les caractéristiques qui permettent à Elon Musk de réussir des paris presque impossibles sont elles aussi celles qui provoquent ses excès, ses conflits et certains de ses échecs? Tout au long de cette histoire, la réponse semble être oui, au moins en partie. Son refus d'accepter un coup comme une fatalité aide SpaceX à repenser la fusée. Le même refus d'accepter une règle comme légitime par défaut l'entraîne dans des conflits répétés avec les régulateurs. Sa capacité à fixer un objectif presque absurde attire des talents et pousse des équipes à accomplir des choses impressionnantes. La même habitude rend ses calendriers publics peu fiables. Sa volonté de concentrer le contrôle permet de prendre des décisions que des grandes organisations auraient mis des mois à arbitrer. La même concentration rend ses entreprises, ses plateformes et parfois des infrastructures critiques dépendantes de son jugement personnel. Sa tolérance à l'échec accélère l'apprentissage dans un programme de fusée. Appliquée à la société, à la politique ou à l'information, cette tolérance devient beaucoup plus difficile à accepter, parce que les dommages ne sont plus seulement du métal détruit sur une zone d'essai. Cela ne signifie pas que les réussites excusent les excès. Et cela ne signifie pas non plus que les excès annulent les réussites. Elon Musk n'est ni la preuve que la vision justifie tout, ni la preuve qu'un personnage controversé ne peut rien accomplir de majeur. Il est peut-être quelque chose de plus inconfortable, la démonstration qu'une même personnalité peut produire, avec les mêmes outils, des avancées industrielles historiques et des situations politiquement ou socialement dangereuses. En 2026, son histoire n'est évidemment pas terminée. Starship n'a pas encore emmené l'humanité sur Mars. Optimus n'a pas encore rempli les usines. Neuralink n'est pas encore un produit médical courant. Les robotaxis ne dominent pas les villes. Et la concentration récente de SpaceX, XAI, Grok et X crée un ensemble dont nous ne connaissons pas encore les conséquences économiques ou politiques.
La prochaine étape dira peut-être si Musk a encore la capacité de transformer un objectif excessif en nouvelle réalité, ou si l'échelle de son pouvoir finira par rendre ses propres méthodes trop coûteuses. Une chose, en revanche, est déjà certaine. Pour le comprendre, il ne faut choisir ni le héros ni le méchant. Il faut regarder la machine entière. C'était Destin extraordinaire. Si ce documentaire vous a permis de mieux comprendre l'homme derrière les fusées, les voitures, les promesses et les polémiques, vous pouvez vous abonner à la chaîne. D'autres destins, faits de réussite, d'échecs et de contradictions, nous attendent.